Je suis doublement heureux ici parce que, à la fois, c'est de vous parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je me sens très impliqué sur ce thème, sur lequel je travaille effectivement depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et puis, en second lieu, parce que c'est ici au Conseil de développement, qui est une instance que j'aime beaucoup. J'aimerais plus la pratiquer, c'est une évidence. Hein, et donc, voilà, c'est un double plaisir. Voilà. Alors, concernant ces jeunes, puisqu'on va effectivement en parler, reconnaissons une chose, je pense qu'on va partager, c'est qu'en France, on valorise beaucoup la jeunesse et on valorise un peu moins nos jeunes, en l'occurrence. Hein, et que concernant justement l'engagement, on est sur un sujet, c'est pour ça que j'ai relevé ce défi, parce que je le trouve intéressant, où il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés, pas mal de stéréotypes, et qu'il était important, en tous les cas pour moi, de pouvoir les faire parler, leur permettre de s'exprimer, parce que c'est un sujet sur lequel on parle plus souvent à leur place qu'on ne laisse s'exprimer. Alors sur le livre que tu évoquais tout à l'heure, oui, un petit élément de réflexion, parce que je pense que un certain nombre d'entre vous sont sur les réseaux sociaux, donc on pourra prolonger l'échange, si vous le souhaitez, de cette manière-là, en termes de modalités. Pour ce qui me concerne, c'est vrai, il y a maintenant une dizaine d'années, et l'ouvrage qui est un peu plus bas, La Génération Y, mode d'emploi, j'avais eu le bonheur ici de venir le présenter en 2010. 2018, donc je me dis que peut-être en 2026, jamais 203, il serait possible que je revienne vous voir. Plus sérieusement, je viens surtout évoquer les réflexions que l'on partage avec Catherine Tanguy. Elle était de l'aventure du premier ouvrage. On a continué ensemble. Depuis 10 ans, on travaille ensemble, avec beaucoup de proximité. Malheureusement, elle est nantaise aussi, mais malheureusement, elle partage sa vie maintenant entre Casablanca et Nantes. Donc, on n'était pas dans la bonne période pour qu'elle puisse être ici parmi nous. Alors, ce livre-là, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de parler en leur nom. Certes, on s'est appuyé sur l'expérience qu'on a acquise ces 10 dernières années, mais aussi on s'est appuyé sur un panel de jeunes appartenant à 3 écoles, et dont une des écoles est nantaise, c'est ENSIA en l'occurrence, et ce panel de 320 jeunes nous a permis évidemment, au-delà des études qui circulent, de pouvoir avoir une information sur laquelle on a progressivement travaillé avec eux, puisque on les a rencontrés pendant 1 an, avec une fréquence mensuelle. Donc ça nous a apporté beaucoup d'éclairage, dont je vais effectivement vous apporter connaissance. Alors sur la manière de procéder, moi je vais vous proposer de fonctionner de la manière suivante. Une première étape sur la question des générations, parce qu'il reste toujours un pari à relever, c'est en quoi peut-on passer de génération à une généralisation, c'est-à-dire au fait, à un moment donné, de dire ils sont de la génération Y, ils sont de la génération Z, et à ce titre, donc, ils partagent ensemble des aspirations et des modes de fonctionnement. Donc je vais essayer de relever le défi avec vous ici, de vous prouver que derrière ça, il y a une vraie réalité et des choses qui sont en soi crédibles et légitimes. En second lieu, le fait de s'expliquer sur ce fossé générationnel. Ce livre, Génération Y et Z, le grand défi intergénérationnel, pour nous, c'est de mettre l'accent sur des différences qu'il est important de prendre en considération pour justement relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. La diversité est une richesse. Et en l'occurrence, ma démonstration sera essayer de montrer ici en quoi ce fossé est aussi pour nous, pas seulement des menaces, mais aussi des opportunités, évidemment. En troisième lieu, je mettrai évidemment le focal sur l'engagement, puisque c'était le thème qui m'est proposé ici. Et je pense que les 2 premières parties, évidemment, permettront de comprendre plus facilement la troisième. Concernant la question des générations, bon, je ne vais pas vous faire le chemin parcouru depuis ces 10 dernières années, mais ici même, en 2010, il y avait beaucoup de scepticisme quand même sur ces questions de génération. Il est intéressant de constater que depuis, de nombreuses entreprises se sont engagées dans une réflexion en comprenant que l'intégration de cette nouvelle génération, la génération Y, représentait un enjeu pour eux. Je peux aussi constater que
nombre d'acteurs, de grands témoins, nous ont rejoints aussi sur ce sujet-là. Hein. Jacques Attali avait été le premier, mais depuis, comme vous le savez certainement, Edgar Morin, Michel Serres, De René, Hervé Seriex ont aussi écrit et contribué à la réflexion, hein, et donné de la légitimité à ce thème. Alors ça, c'était le petit clin d'œil parce que c'est aussi une satisfaction. Pourquoi? Parce que Catherine et moi-même, avec le livre que j'évoquais précédemment, qui a été écrit en 2008, eh bien, c'était le premier ouvrage sur le sujet en France. Donc je peux vous dire qu'on a pris des coups à ce moment-là parce que, voilà, on considérait qu'on n'était pas des chercheurs, on n'était pas des universitaires et qu'à ce titre, à un moment donné, les constats qu'on pouvait faire n'avaient que peu de valeur. Alors, le chemin, finalement, nous renvoie au fait qu'aujourd'hui, et pas seulement en France, à travers la planète, cette réflexion a des prolongements, des réflexions, des mises en œuvre. J'évoquais à l'instant à Philippe qu'il y a 15 jours, eh bien, j'étais à Casablanca, invité par Royal Air Maroc, pour plancher sur ce sujet. Au mois de mai, je devrais aller à Québec pour aussi présenter ce qu'on a pu faire sur ce sujet. Pour vous dire qu'aujourd'hui, cette question a un caractère universel qui est intéressant et qui démontre que cette histoire de génération, c'est transnational. Hein, ça dépasse largement les frontières. Alors, je ne sais pas ici si je trouverais beaucoup de génération Z, hein, parmi nous, mais tu avais raison de rappeler qu'entre 1996 et 2008 se situe cette génération. Par contre, des générations Y, je pense que je vais pouvoir en dénombrer quelques-uns. Hein, donc là, 1980, 1995. Est-ce que je peux vous identifier? Je vois quelques mains qui se lèvent quand même. Hein, 3, 4, allez, 4, 5. D'accord. Génération X. Alors là, 1965, 1979. Ouais, pas beaucoup plus. Merci d'être là en tous les cas. Les baby-boomers, alors là, 46, 64, sont beaucoup plus nombreux. Et on a peut-être quelques vétérans parmi nous. Alors là, respect, merci d'être aussi actif. Hein, et d'être venu vous intéresser aussi à cette problématique. Voilà. Alors, sur cette cartographie, on s'expliquera après sur les différences, bien sûr. Je voulais, dans un premier temps, soulever une première raison qui font que ce défi intergénérationnel, il a du sens. C'est le fait qu'en France, entre 2010 et 2025, mais on peut considérer que du fait de l'allongement du temps de travail, en fait, c'est plutôt 2015-2025 qui est la fenêtre à prendre en considération, eh bien, c'est un tiers des effectifs, le renouvellement, au sein de nos entreprises. Donc ça, c'est une situation complètement inédite. On n'a jamais connu ça depuis l'après-guerre. Hein, une personne sur 3, en l'occurrence, les baby-boomers là, vont sortir du jeu, hein, et donc massivement vont entrer des générations Y et des générations Z, puisqu'en France, ce qu'on nous prédit finalement, c'est une stabilité, voire un léger accroissement des effectifs. Donc ça, c'est un premier élément. C'est en termes de transmission, comment allons-nous vivre cette petite révolution démographique, notamment en considérant évidemment que toutes ces personnes qu'on voit effectivement sur cette cartographie ne fonctionnent pas, n'ont pas les mêmes aspirations, hein, et les mêmes méthodes de travail. Une deuxième raison qu'il est important pour nous d'avoir à l'esprit, c'est qu'on est dans un monde qui est en train de changer. On a vécu pendant 150 ans le taylorisme qui nous a apporté une croissance très importante. Mais pour ceux qui sont des acteurs au sein des entreprises, on voit bien qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Hein, et que c'est ni l'atome, ni l'électricité, ni le charbon qui est la matière première. La matière première, c'est l'information. Et la valeur ajoutée, c'est notre capacité à la transformer. Hein, et donc, dans un tel univers, c'est-à-dire dans une économie post-tolérienne, qu'on appelle économie du savoir et de la connaissance, en sachant évidemment que tout ça, ça s'inscrit dans une révolution numérique que vous connaissez, eh bien, moi, le regard que je porte, et je ne suis pas le seul, sur l'émergence de ce qu'on appelle l'entreprise 2.0, c'est qu'il nous faudra évidemment investir massivement dans le capital humain. Hein,
mon ami Hervé Sariex aime à dire que c'est pas le rabot qui fait l'ébéniste. Hein, c'est-à-dire ce sont les hommes. Et c'est bien notre capacité à investir dans les hommes et dans leur potentiel de collaboration que l'on peut gagner. D'où vous comprenez bien que cet enjeu qui est de faire travailler 4 générations ensemble est une situation complètement inédite qu'il nous faut relever. Ça, c'était pour dresser le décor, hein, en considérant qu'on a des enjeux et qu'il est important de les relever. Alors maintenant, de quoi parle-t-on quand on parle effectivement de la question des générations? Je voudrais qu'on s'accorde sur une chose, c'est que notre identité à chacun d'entre nous, il se construit à travers les 3 paramètres qui sont ici. En premier lieu, une personnalité, c'est-à-dire on a chacun d'entre nous finalement une personnalité, hein, ce qui est du domaine de l'inné. Donc en cela, nous sommes tous uniques. Donc ça, c'est dit. Hein. Par ailleurs, évidemment, nous avons reçu l'éducation par la famille et par l'école. Et puis en troisième lieu, nous sommes nés à une certaine période. Et c'est cet élément qu'on appelle effectivement l'approche générationnelle. C'est-à-dire le fait de dire être né à une certaine époque fait qu'entre 10 et 20 ans, car nous sommes tous des éponges, il y a un certain nombre de faits qui nous marquent. Hein, et qui vont avoir durablement ensuite un effet sur nos manières de nous comporter, sur nos aspirations, sur nos modes de fonctionnement. Hein. Donc, en aucun cas, moi je vais dire que toute notre identité se construit là-dessus, mais ce qu'on peut constater en tous les cas, c'est que cette période-là, ce que j'ai appelé l'époque-là, joue et va jouer un rôle de plus en plus important dans nos sociétés. Alors pourquoi? Eh bien, en quelques mots, accordons-nous sur le processus qu'on va appeler le processus de socialisation. Je pense qu'on a tous connu ça, c'est-à-dire un processus de socialisation où, et alors je parle évidemment pour les générations des baby-boomers et des X, hein, où on a eu nos parents qui nous ont éduqués. Moi, en l'occurrence, ma maman est restée à la maison, hein, pour s'occuper de ses 2 enfants. Et nombre d'entre vous ont sûrement vécu des choses du même type. Pour certains, il y a eu la religion, qui a aussi joué un rôle, hein, dans le fait, effectivement, de nous apporter des valeurs, des principes de fonctionnement et de vie. Ensuite, il y a eu bien sûr l'école qui a joué son rôle, l'armée pour ceux qui l'ont faite, hein, et ça a fonctionné jusqu'en 2001, puisque depuis, ni la génération Y, ni la génération Z n'auront connu. Ça va peut-être revenir. Et puis l'entreprise, en sachant que l'entreprise était quand même dans une situation où ce qu'elle avait à faire, c'était plus simplement apporter la maîtrise de l'emploi, c'est-à-dire des éléments de formation. Hein. Mais préalablement, toute l'éducation avait été faite. Et ça, le sens de mes flèches est aussi important, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a eu un formatage, pour faire simple. Hein. Ces jeunes, nous avons tous été modelés, hein, sur des valeurs, et qui étaient pour beaucoup communes d'ailleurs. Si on regarde comment les choses se passent pour la génération Y et Z, et pourquoi pour nous, là, il y a un décrochage. Ça explique pourquoi pour nous, il y a une fracture. C'est parce que les transmetteurs de valeurs ne sont plus les mêmes. Ma génération Y et Z, elle est au centre du jeu. Et elle est même active sur sa propre éducation. Elle va influencer ses parents, ses amis, l'école, Internet. Ça, c'est déjà une première notion, c'est-à-dire qu'on est dans l'interaction très vite. Alors, pour 2 raisons essentielles, les amis. La première, c'est que les parents de ces générations Y et Z, et j'en ai certainement dans cette assemblée, eh bien, ils ont découvert Dolto, Françoise Dolto. Hein, ils ont découvert effectivement que le petit bébé qu'ils avaient était une grande personne, en tout cas était une personne dont il fallait s'occuper, qu'il fallait écouter, hein, dont il fallait être soucieux très jeune du développement personnel, et que tout ça, ça passait par la communication. Et ça, cette première donne, elle est essentielle pour comprendre que ces parents-là, finalement, en jouant cette carte, hein, ce qu'on appellera après les 68 arts, bien évidemment, hein, en jouant cette carte de l'ouverture, ont affaibli finalement le pouvoir d'influence qu'ils pourraient avoir ultérieurement sur leurs enfants.
En second lieu, ce qui s'est passé avec ces générations-là, c'est que papa et maman ont travaillé. Et que donc, nos chers adolescents, dès l'âge de 14 ou 15 ans, se sont retrouvés souvent seuls chez eux. C'est ceux qu'on appelait les enfants clés au cou. Se retrouvant chez eux, évidemment, ils faisaient leurs devoirs ou ils faisaient autre chose. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous voyez qu'il y a eu des acteurs clés dans leur évolution. Ce sont d'une part les amis et d'autre part Internet. C'est-à-dire que dans cet environnement, l'influence des amis a été importante, mais Internet, bien évidemment, tout autant. Et à chaque fois que je pense à ça, je pense évidemment aux parents qui ont découvert tardivement que leurs enfants étaient partis en Syrie, dans des situations où ils n'ont rien vu venir. Était-ce pour autant des parents démissionnaires? Je ne pense pas. En tout cas, c'est des parents qui étaient beaucoup moins disponibles, beaucoup moins présents, et qui nécessairement, à un moment donné, se sont retrouvés dans leur système d'éducation concurrencé par d'autres acteurs. Alors, c'est pour ça qu'un des premiers constats sur lequel j'aimerais bien qu'on s'accorde, c'est le fait de considérer effectivement que dans l'univers dans lequel on vit, l'influence des pairs, c'est-à-dire de l'environnement, à travers les amis sur Facebook ou à travers le réseau de relations beaucoup plus proche, est sûrement plus influent que le père. En tous les cas, c'est Pascal Weil qui dit ça, en sachant que j'ai retrouvé une très belle citation de Goethe, qui était, semble-t-il, un précurseur, puisque lui, déjà à cette époque, considérait qu'on était plus l'enfant de son temps que l'enfant de ses parents. Donc, sur cette question des générations, il y a donc là des éléments à prendre en considération, pour nous en tous les cas, sur l'importance accrue de cette influence que j'ai appelée l'époque, à travers un certain nombre de marqueurs qui nous marquent entre 10 et 20 ans. Et ça, eh bien, j'espère, en tous les cas, que les baby-boomers se retrouveront derrière ces marqueurs, avec mai 68, les 30 Glorieuses, les grands projets. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qui font que, évidemment, ayant vécu cette période, et puisque j'en suis un de ses membres, eh bien, moi, je suis soucieux et respectueux de l'expérience, des statuts, de l'organisation. Je crois à l'organisation, je crois à l'organisation collective, je crois aux grands projets. Parce que c'est la vision qui m'a été inculquée et que j'ai intégrée dans cette jeunesse qui a été la mienne. Et qui, derrière, perdure et génère mes modes de fonctionnement. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans l'idéalisme, l'attrait pour l'expression collective, je viens d'évoquer tout ça. Et il faut bien reconnaître que même si on a été acteur ou pas acteur de mai 68, une loyauté et une fidélité à l'entreprise. La génération X, c'est une autre histoire. Il y en a quelques-uns ici. Cette génération a vécu autre chose. Terminé les 30 Glorieuses, pour eux, ça a été les 20 Piteuses. Ça a été 2 chocs pétroliers. Ça a été le fait d'être surqualifiés par rapport aux postes qui ont été les leurs. Ça a été de se retrouver dans une situation, finalement, où ils ont pris conscience, notamment pour les derniers de cette génération, que l'ascenseur social était en panne. Je passe sur les détails concernant le sida à Tchernobyl, qui est une période qui fait qu'effectivement, quand vous avez vécu ça, eh bien, vous pouvez avoir un certain cynisme, un certain scepticisme, et des comportements qui font qu'à un moment donné, vous avez plus que d'autres besoin de relever un certain nombre de défis. Concernant nos petits jeunes, la génération Y et Z, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que après on rentre dans des subtilités qui ne sont pas nécessaires, en considérant que de toute manière, cette génération Z va surtout pour nous prolonger. Avec Catherine, on a écrit notre bouquin, Génération Y et Z. On voulait d'ailleurs, à travers notre panel, vérifier si on était dans une rupture ou pas. Il n'y a pas de rupture. Il y a un prolongement, il y a une accélération d'un certain nombre de phénomènes. On les connaît, les marqueurs sociaux qui transforment les choses. C'est la mondialisation. Ces jeunes Y et Z regardent les mêmes séries à travers la planète, écoutent la même musique. La planète est un village pour eux. Et ça change beaucoup de choses. Évidemment, Internet et les réseaux sociaux vont nous expliquer aussi beaucoup sur leur mode de fonctionnement. Bon,
le 11 septembre, le terrorisme va marquer, et très certainement le terrorisme est un marqueur qui fait que quand vous vivez dans une période de précarité, quand vous vivez dans une période d'incertitude, le fait de se projeter dans le futur n'est pas une démarche normale et naturelle. Hein, et on ne s'étonnera pas de constater que nos jeunes sont beaucoup dans le temps présent pour des raisons que je viens d'expliquer à l'instant. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail de ce qui est écrit ici parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Hein, si on parle de génération X et de génération Y, juste un petit mot de terminologie, c'est que cette génération X, là, c'est une génération qu'on a dit être en recherche d'identité, hein, née sous X. En recherche d'identité, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé sa place. Elle est arrivée à un moment donné où la génération baby boomer avait pris beaucoup d'influence préalablement, et donc ça a été difficile pour elle de s'affirmer. D'ailleurs, aujourd'hui, elle le vit comme étant effectivement une frustration profonde, et ça peut expliquer aussi d'ailleurs un certain nombre de tensions avec les générations précédentes, parce qu'on a d'une part des gens à qui on a dit « soyez patient, votre tour arrivera. » C'est ce qu'ont entendu la génération X. Votre tour arrivera. On a inventé un truc formidable pour eux dans les entreprises. Ça s'appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. On va vous expliquer, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous serez. Faute de pouvoir, vous trouvez une place tout de suite. Et vous comprenez bien que par rapport à des jeunes qui sont dans le temps présent, qui sont impatients, il va y avoir des tensions possibles. Parce que les jeunes, il ne s'agit pas de leur dire qu'il va falloir attendre 20 ans ou 30 ans pour qu'on puisse leur donner une place, et la place qu'ils revendiquent en tout cas dans l'entreprise, mais aussi bien sûr dans la société. Alors, bon, ayant traité cette question des générations, ayant expliqué cette cartographie, ayant, je l'espère, expliqué que tout ça est lié à l'histoire, tout simplement. Ces jeunes, ce n'est pas des martiens, ils parlent de nulle part. Donc, chacun a son histoire, et que ça génère derrière des modes de fonctionnement qui sont différents. On va rentrer maintenant dans ce fossé générationnel pour pouvoir mieux comprendre comment il se constitue. Évidemment, je vais vous proposer de le centrer sur quelques éléments clés afin de ne pas trop de nous laisser du temps, évidemment, pour le débat. Bon, il y a un fossé, alors, bon, évidemment, je me fais plaisir avec cette petite caricature, avec ceux qui bossent et ceux qui glandent. La réalité est évidemment tout autre, parce qu'on pourrait aussi dire que celui de gauche, là, qui travaille, est quelqu'un de très disponible, peut-être très inorganisé, et que la personne qui écoute de la musique en travaillant a peut-être capacité à gérer le stress qui va être bien meilleure. Donc, voilà, on peut y mettre tous les stéréotypes derrière. Ce que moi, je voudrais vous expliquer, c'est en quoi aujourd'hui, quand on est baby boomer ou génération X, on peut vivre ce fossé générationnel comme un risque par rapport à la solidarité entre les générations. Bon, je prends volontairement là le prisme de l'entreprise et pas celui de la société, mais il y a des parallèles qui pourraient être faits. En premier lieu, par rapport au contrat, l'identité, au respect des règles, donc ce qui concerne l'institution et la pratique du métier, eh bien, une première source de blocage, et qui est liée à l'histoire, les amis, tout simplement, c'est que quand on est baby boomer, qu'on est génération X, on a le sentiment que ces jeunes qu'on a en face de nous, ils sont beaucoup plus centrés sur leurs droits que sur leurs devoirs. En gros, ce sont des consommateurs, des clients avertis, voilà, qui sont dans le donnant-donnant, en sachant qu'ils attendent plus de recevoir parfois que de donner. Ça, aujourd'hui, un certain nombre d'entre nous peuvent l'imaginer tel quel. Pourquoi? Parce que la réalité fait qu'il y a des différences dans la conception même du métier et du respect à l'organisation. Une deuxième chose qui est constatable aussi, et qu'on voit bien, c'est que ces jeunes sont beaucoup dans l'hyperconnexion, sont dans le multitâche, sont dans la dispersion. C'est-à-dire qu'en même temps, ils sont là sans être là. C'est-à-dire, je pense évidemment à leur pratique du smartphone. Je ne suis pas seul à l'utiliser d'ailleurs.
à ceux qui vont pouvoir consulter 150, 200 fois cet outil dans une journée. Avec d'autres générations qui faisaient une césure très claire entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est-à-dire que quand vous arriviez dans l'entreprise, vous laissiez vos problèmes au vestiaire. Ces jeunes, la vie continue, c'est-à-dire qu'il y a une très grande proximité finalement entre leur vie perso et leur vie professionnelle. Et ça, pour d'autres générations, évidemment, celles qu'on évoque ici, c'est pas forcément très bien vécu. Le temps, notre relation au temps, les baby-boomers la ressentent et les X aussi comme étant aussi un élément du fossé générationnel. Ces jeunes sont impatients, ils veulent tout de suite. Ces jeunes sont dans une extrême réactivité dans l'instant présent. Et ça, cette relation au temps, à partir du moment où elle est différente, elle peut aussi, bien sûr, être source de tension. Et pour finir, dans ce fossé générationnel, eh bien, ce qu'on voit émis par nos amis baby-boomers et génération X, c'est le fait qu'on fonctionne aussi autrement avec des jeunes dont on doute d'ailleurs, à un moment donné, de leur fidélité. Dans 3 ans, dans 5 ans, où seront-ils? C'est-à-dire moi qui suis manager, est-ce que je peux investir sur eux? Ou je prends le risque de leur donner sans recevoir en contrepartie? Je peux aussi être extrêmement gêné dans cette proximité relationnelle qui est la leur. Moi qui ai appris à avoir des relations distanciées, qui ai appris à fonctionner de manière factuelle, je suis face à des jeunes qui sont très authentiques, très directs, très cash, comme on pourrait dire, et qui, dans la relation, me perturbent. Parce qu'ils réduisent la distance. Ils m'amènent sur le terrain des émotions. Et ça, je ne sais pas faire. Et donc, je suis en situation difficile. Voilà des éléments qui sont le regard qu'on peut porter, effectivement, lorsque on est génération baby-boomer ou génération X, et qui peuvent être, effectivement, culturellement, des différences sur lesquelles il s'agit de travailler et de réduire les différences. Et le fait de pouvoir en parler, c'est une chose qui est précieuse. Alors évidemment, on ne va pas noircir le tableau en considérant que tout est différent. On a et on partage des valeurs communes, bien sûr. Et j'avais envie de parler d'une de ces valeurs communes, les amis, qui s'appelle le respect. Je pense que chacun d'entre vous, si on vous demandait quelles sont les 3 valeurs qui sont les plus importantes pour vous, vous pourriez à 80%, 90% m'évoquer le respect. Le seul problème, c'est que ce qu'on met derrière ce mot n'est pas le même. Ce n'est pas la même chose. La définition qu'on va donner et ce qu'on va mettre derrière cette valeur. Pour les baby-boomers, le respect de la politesse, et oui, on a été éduqués comme ça. Le respect des horaires, le respect de l'organisation, le respect des statuts, ce sont des choses extrêmement importantes. Et quelqu'un qui déroge à ça, il ne respecte pas que les règles ou que l'horaire. Il ne respecte pas les individus qui sont derrière. Et donc là, à partir de là, évidemment, un membre de la génération des baby-boomers va se sentir remis en cause sur ses fondements. En ce qui concerne la génération X, c'est une autre musique. La génération X a vécu une autre histoire, vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, une période économique très difficile. Et donc, à partir de là, bien évidemment, ils ont souvent été trahis. On leur a fait souvent des promesses qui n'ont pas été tenues. Et ne soyons pas surpris que le respect, pour eux, est synonyme de respect du contrat et de la parole donnée, et aussi d'équité. Donc, on est dans un autre registre. Et si on parle de nos jeunes, eh bien, on va découvrir que pour eux, le respect, c'est la parité. Le respect, c'est d'être traité d'égal à égal. Même dans une relation hiérarchique, ils se considèrent comme des partenaires et pas comme des subordonnés. Donc, vous voyez bien que derrière ce mot « valise », et je n'ai pas le temps d'évoquer d'autres incompréhensions que nous pourrions avoir, on peut se créer des conflits très facilement.
Hein, tous les jours, il y a des générations Y et Z qui, en ne saluant pas leurs collègues baby-boomers au bureau, hein, génèrent une distance et créent ce fossé. Au même titre, lorsqu'à un moment donné, ce baby-boomer expérimenté dit aux jeunes, écoute, quand tu auras comme moi 30 ans d'expérience, hein, tu pourras comprendre ce que je suis en train de te dire. Vous voyez bien que là, c'est du racisme anti-jeune et que c'est une marque d'irrespect le concernant. Donc, sans s'en rendre compte au quotidien, chers amis, hein, on se crée des tensions, on se crée des conflits potentiels. Et derrière ça, évidemment, il n'y a que la communication ou la possibilité de communiquer qui nous permet de régler ça. Alors, au-delà de ces quelques évidences sur lesquelles je voulais rentrer, j'aimerais avec vous qu'on aborde d'autres éléments concernant ce fossé générationnel. Souvent, ces jeunes sont évoqués, et quand on les évoque, on évoque toujours la technologie derrière. Hein, et moi, je trouve que c'est très réducteur, pour les raisons que j'ai évoquées, hein, qui sont liées à une éducation différente, hein, qui va derrière générer d'autres pratiques. Toutefois, c'est vrai que concernant la technologie, et je parle ici de technologie de l'information et de la communication, il y a des différences de taille. Il y a des différences de taille. Hein. Les jeunes ont une pratique, des usages, comme on dit, intuitifs. Et ce sont les premières générations qui arrivent sur le marché du travail avec des compétences que n'ont pas les autres générations. Est-ce que nous, on est prêts à accepter de faire en sorte que le tutorat s'inverse? Ce qu'on appelle la technique du tutorat inversé, c'est-à-dire que, en fait, les jeunes nous apprennent ce qu'ils sont en mesure de nous apprendre, qui est presque du domaine intuitif. En tous les cas, là, il y a un élément de réflexion à avoir. En second lieu, l'hyperconnexion. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très différent parce que, évidemment, vous avez tous des outils, mais la génération Z, c'est 4 heures minimum par jour, l'utilisation de leur smartphone. C'est 4 heures, c'est 150, 200 consultations. Donc, vous voyez bien que la fréquence, le temps qu'on y consacre, ce n'est pas la même relation à l'outil. Hein, d'ailleurs, un certain nombre de personnes considèrent que ces smartphones sont des doudous numériques. Hein. Et il y a un troisième élément qui est important à avoir à l'esprit, c'est le plaisir, les amis. Le plaisir qu'ils ont dans cette relation avec la technologie et évidemment avec les smartphones, pour donner une image plus restrictive. Et ce plaisir, il est évidemment un risque aussi potentiel pour eux. Ce risque, eh bien, c'est la dopamine. Et là, ce n'est pas moi qui vais parler, mais je laisse la parole à Olivier Houdet, hein, qui est à l'originaire de cette découverte. C'est que nos jeunes, à travers l'utilisation de ce smartphone avec la fréquence qu'on vient d'évoquer, vivent des évolutions en fait cérébrales intéressantes ou inquiétantes, selon les cas. Intéressantes parce que ça développe des aptitudes de vitesse et d'automatisme très grandes. Il n'y a pas photo, hein. Pour chacun d'entre nous, il n'y a pas photo. Mais par contre, la contrepartie, c'est que c'est au détriment du raisonnement et de la maîtrise de soi. Et c'est très subtil. Il y a eu une émission il n'y a pas très longtemps sur Envoyé spécial. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être essayez de la récupérer en podcast. Extrêmement intéressante sur les mécanismes qu'il y a dans ces réseaux sociaux, effectivement, pour créer du plaisir. Hein, à chaque fois que vous mettez une photo en ligne et que vous avez 12 likes, hein, bah c'est 12 reconnaissances que vous vivez. C'est 12 moments de plaisir. Hein, et donc, cette dopamine, qui est une substance qui développe le plaisir, en contrepartie, elle développe aussi de l'addiction. Hein, et donc, un piège qui se referme, évidemment, derrière nos jeunes. Et le danger, pour faire court sur ce sujet, c'est évidemment que nos jeunes, à partir du moment où ils sont moins dans le raisonnement et la maîtrise de soi, peuvent être amenés, à un moment donné, à donner aux fake news, hein, une importance qu'elles ne devraient pas leur accorder. Hein, vous connaissez comme moi les risques de la théorie du complot. Et comme on est dans l'actualité, j'ai une petite pensée émue là, hein, pour une jeune fille de Besançon qui chante très bien, mais qui manifestement a fait quelques erreurs en laissant des messages sulfureux, hein, sur la toile.
voyez de qui je veux parler là? Vous avez regardé The Voice, peut-être. Ou en tous les cas, vous n'avez pas pu échapper à l'information. Bon, voilà. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est un élément sur lequel, évidemment, l'outil a ses bons côtés et des côtés qui le sont effectivement moins. Autre élément différenciateur, et ça, il faut qu'on l'intègre aussi, c'est l'importance du réseau, les amis. Parce que nombre d'entre nous, on ironise assez facilement sur le nombre des amis hein, de nos générations Y et génération Z. Détrompez-vous, hein, ils savent très bien faire la différence. Hein, parce qu'ils sont beaucoup plus lucides et pragmatiques, bien souvent, qu'on ne l'imagine. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce réseau, pour eux, c'est une agora. C'est un lieu d'échange, de partage, de démocratie. On pourrait même aller jusqu'à là. C'est aussi un couteau suisse. Parce qu'avec le réseau, vous pouvez vous informer, vous pouvez co-construire. Vous pouvez créer aussi. Vous pouvez créer. Autour des photos notamment, hein, ce qui est très apprécié sur certains réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi être quelqu'un d'influent. Vous subissez l'influence, mais vous générez de l'influence. Hein. Et donc c'est là qu'on voit l'importance effectivement de ces réseaux. Et en quoi quand on parle de réseau, bien sûr, on pense réseau social aujourd'hui, hein, à travers le web. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, si on a accès à des médias différents, il n'est pas impossible qu'on ne voit pas la même information. C'est souvent d'ailleurs ce qu'ils évoquent. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences parce que notre manière de nous informer est différente. Et regardez ces chiffres, et désolé de vous imposer à cette heure tardive cet exercice intellectuel, mais regardez les réseaux sociaux, les aides, et c'est pas moi qui parle, hein, c'est Louis Harris, une étude très très récente. Réseaux sociaux, pour les aides, c'est 38%, auxquels vous pouvez rajouter les 33 qui sont au-dessus. Hein, si vous regardez les Y, c'est 25%. Et vous avez vu après les X, 5. Baby Boomer, 3. Il y a plein de baby boomers qui vont sur Facebook, mais ça leur arrive parfois d'y aller qu'une fois par semaine. Hein, nos amis vont y aller beaucoup plus que d'autres. Et donc là, je pense que là, il y a déjà une manière différente de fonctionner. Et cette manière, pourquoi elle est différente? Parce que sur un réseau social, vous n'êtes pas là que pour subir l'information. Vous êtes acteur de l'information, puisque vous pouvez la retransmettre, voire la commenter. Donc là, il y a une manière de fonctionner dans l'interactivité, oui, qui est assez fondamentalement différente et qu'il faut intégrer. Parce que ces jeunes qu'on va emmener dans l'entreprise, à un moment donné, à qui on va dire « Mais non, attends, tu auras la parole plus tard. » Il l'a tous les jours, la parole. Donc, à un moment donné, soyons pas surpris qu'il préfère aller sur son réseau social que voilà, de participer aux échanges que nous pourrions avoir dans une enceinte aussi sympathique que celle-ci. Je dis ça parce que je suis un peu déçu de voir aussi peu de générations Y et Z. Sur les réseaux sociaux, les choses ont changé aussi, les amis. Hein, alors, c'est très loin et vous n'allez rien voir du fond de la salle, mais aujourd'hui, vous savez comme moi que Facebook, c'est le réseau social des vieux. D'ailleurs, qui est sur Facebook, là, dans cette salle? Vous pouvez lever la main, là, hein? Bah oui. Il y en a qui sont même très, très actifs. Alors, Facebook, Twitter, on est d'accord, hein, ça c'est... Twitter, encore, génération X, génération Y, c'est possible. Mais les Z, ils vous les laissent, hein, ces réseaux sociaux-là. Eux, ils préfèrent Snapchat, ils préfèrent Instagram. Et ils ont découvert quelque chose d'extrêmement important aussi, à travers ça. C'est qu'on peut créer, parce que ces outils leur permettent de créer ou de co-créer. Et la seconde chose aussi, c'est que cette information, elle est éphémère. Ils ont retenu les leçons de la génération Y, et de moins en moins, ils laissent des informations qui pourraient leur être reprochées. Puisqu'au bout de quelques heures, c'est combien 24 heures. Au bout de 24 heures, votre information a disparu. Et même vous, en tant qu'émetteur, c'est moins que ça. Pareil, 24 heures aussi. Bon, vous voyez que je ne suis pas un utilisateur ni de Snapchat, ni d'Instagram, ça, vous l'avez pu le vérifier.
en direct. Bon, voilà. Donc ça, c'est évidemment des choses qui sont importantes. Et ce que je voulais démontrer à travers ça, c'est que nos sources d'information ne sont pas les mêmes. Et notre manière de nous positionner ou d'être en relation avec l'information n'est pas la même non plus. Concernant cette information, d'ailleurs, constatons que nos jeunes, et ça c'est important si on veut réduire le fossé générationnel, ils veulent être dans la transparence. C'est-à-dire eux-mêmes osent, évidemment, alors pour certains ils ont compris qu'il fallait se méfier parce qu'il pouvait y avoir des retours de manivelle, mais entre eux en tous les cas, quand la relation de confiance est là, hein, eh bien ils s'inscrivent dans une transparence. Dans la transparence de leurs émotions, de leurs idées, de leurs propositions. Ils attendent aussi la même chose de notre part. Dans l'entreprise, notamment, on voit que nombre de jeunes, aujourd'hui, critiquent le fait que les salaires ne sont pas transparents. Hein ? Autre élément, la logique du flux. Nous sommes beaucoup ici à être capables, je pense, de réciter par cœur un certain nombre de poèmes. Il doit y en avoir quelques-uns. Alors, vous n'allez pas compter sur les Y et encore moins sur les Z pour ça. Hein ? Parce qu'eux, ils ne sont pas dans l'accumulation de connaissances. Ce n'est pas leur truc. Eux, ce qui leur semble important, c'est de savoir où est l'information. Hein, et ça leur suffit. Donc on est dans une logique de flux, hein, c'est-à-dire je sais où aller chercher, hein, et je vais chercher quand j'en ai besoin. Je ne mémorise pas. En troisième lieu, c'est le partage. Et ça, c'est extrêmement important pour les comprendre et pour vivre quelque chose avec eux. Les générations précédentes, on a été beaucoup dans la rétention. Beaucoup dans la rétention, c'est-à-dire que quand on avait une compétence que les autres n'avaient pas, on avait le souci de la conserver. Hein. On n'allait pas se laisser prendre des acquis difficilement obtenus. Les jeunes, eux, ils sont dans le partage. C'est-à-dire que pour eux, l'information, ça se multiplie. Ça s'additionne. Ça ne se divise pas. Le seul risque qu'on a à partager l'information, c'est bien évidemment de pouvoir en avoir plus en retour. Donc ça, pour pouvoir être dans leur univers, il faut qu'on s'inscrive dans cette logique. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple pour d'autres générations qui n'ont pas été biberonnées à cette musique-là. Relation au temps. Je voulais faire un petit échange là-dessus parce que je ne vais pas revenir sur la culture du zapping qu'on leur reproche beaucoup. Cette instantanéité, etc. Bon, okay. Deux constats intéressants à faire. Un, sur le temps présent. Ces jeunes ne se projettent pas. Ils sont des hédonistes, par ailleurs. Ils apprécient le temps présent. Et on peut comprendre pourquoi. Terrorisme, 11 septembre, société dans un monde complètement incertain, avec une situation économique très compliquée, enfin toutes ces explications, je crois, justifient le fait qu'ils ne fonctionnent pas autrement. Mais c'est important de l'avoir à l'esprit en considérant que c'est leur normalité et que ce n'est pas un manque d'engagement de leur part que de ne pas se projeter ou d'avoir un plan de carrière. Aucun d'entre eux n'a de plan de carrière. Parfois, ils trichent un peu pour faire plaisir à leurs parents, mais ce n'est pas leur logique. Autre élément, l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Je vais y revenir parce que par rapport à ça, il y a des constats qu'on a pu faire avec le panel sur lequel on a travaillé avec Catherine Tanguy, qui sont que... Alors juste un petit mot là sur la relation au temps, j'aurais pu le présenter avant. Vous voyez, c'est cette différence qu'il y a, alors c'est une étude anglaise qui a été faite en 2012, sur un certain nombre de cobayes. Et en haut, vous voyez ce qu'on appelle les micro-pauses. Alors, de loin, ce n'est pas forcément très visible. Mais ce qui se passe, c'est que nos jeunes sont capables de commencer à travailler avant le début de la journée. Et même y travailler beaucoup plus tard qu'à l'heure fatidique de fin de contrat, c'est-à-dire 17h ou 18h. À une condition. Vous la connaissez, cette condition. C'est qu'ils y trouvent leur compte. S'ils sont motivés, le problème de l'heure ne sera pas un problème. Par contre, même s'ils sont motivés, dans la journée, ils continueront à avoir cette relation privilégiée avec leur smartphone et avec leur autre univers, c'est-à-dire les fameux réseaux dont on parlait tout à l'heure. Et ça, il faut aussi le considérer comme quelque chose de normal. Toutes les entreprises aujourd'hui qui veulent interdire sont dans des situations
qui se retournent souvent contre eux parce que, évidemment, à ce petit jeu-là, le jeune qui est dans la transparence apprend aussi à fonctionner dans le secret et la cachette. Un élément que je voulais apporter aussi, qu'on a pu vérifier, qui est intéressant aussi dans leur manière de s'engager. Leur manière de s'engager aujourd'hui, quand on leur pose la question qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Il faut évidemment la poser de manière un peu plus fine. Ben, vous voyez, les résultats, c'est qu'ils ont une ambition, parce qu'ils ne sont pas carriéristes, mais ils ont une grande ambition. Et leur ambition, c'est de pouvoir gagner sur 3 terrains. Le premier terrain, c'est de considérer que le monde du travail ou que la situation de vie professionnelle va leur permettre de vivre des expériences intéressantes. Le travail pour eux, ce n'est pas tripalium. C'est vraiment un moyen de s'épanouir et de s'accomplir. C'est comme ça qu'ils le voient en tous les cas. La deuxième chose, c'est la vie familiale et affective. Et si vous arrivez à lire les pourcentages, eh bien, ça c'est la résultante de notre panel de 320 jeunes à qui on a posé cette question à plusieurs reprises pour pouvoir recouper les informations. Et vous voyez que ça arrive presque au même niveau. Les jeunes aujourd'hui, et nombre d'entre eux sont prêts à faire un sacrifice professionnel. On sait que certains pourront s'occuper des gamins, ils n'hésitent pas à certains moments à s'arrêter pour prendre une année sabbatique et prendre en charge les enfants, mais surtout à aller chercher un enfant le matin ou le soir, c'est-à-dire à parité avec évidemment sa conjointe pour pouvoir s'occuper. Et ça, c'est nouveau dans le paysage. Et évidemment, pour les garçons comme pour les filles, les choses se jouent dans les mêmes termes. Et on n'oubliera pas d'ailleurs que ces jeunes sont dans cette situation-là, parce que bien souvent, ils ont vécu le fait que leurs parents ne soient pas présents, et notamment le père, comme quelque chose d'anormal. Ils ont vécu des situations de divorce. C'est la première génération, la génération Y, qui a vécu les divorces et les situations de vie monoparentale. Donc il y a une explication logique derrière ça. Et puis par ailleurs, le monde du loisir, de l'épanouissement personnel, le fait d'aimer les voyages, etc., c'est aussi quelque chose qu'ils ne veulent pas lâcher. Donc pour eux, leur projet de vie, c'est de pouvoir investir sur ces 3 domaines en même temps, sans rien lâcher et sans rien laisser de compter. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi intégrer, que les entreprises doivent aussi intégrer. Pourquoi? Parce que ce jeune qui part à 17h05, est-ce que c'est la marque de son désengagement ou c'est tout simplement le fait qu'il a dans la vie d'autres objectifs et d'autres priorités? On va rentrer dans le thème de l'engagement des nouvelles générations. J'espère qu'il vous reste un peu d'énergie pour m'écouter et surtout pour qu'on puisse débattre après. Concernant l'engagement des nouvelles générations, j'ai parlé de l'expérience tout à l'heure et c'est vrai que c'est intéressant de voir la manière dont ils se projettent par rapport à cette expérience de vie. Ils attendent beaucoup. J'évoquais le fait qu'il y a la vie perso, il y a la vie familiale, mais le travail est quelque chose qui, pour eux, est vraiment un moyen de s'épanouir. Dans un cadre de personnalisation. Souvent, on les taxe d'être individualistes. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas. Parce que l'individualisme, c'est quoi? C'est penser à sa gueule. Ce n'est pas leur mode de fonctionnement. La preuve, c'est que juste derrière, j'ai mis collaboration. Ce ne sont pas des électrons libres. Ils ne se réalisent que dans un fonctionnement de groupe. D'où l'importance du réseau qui est extrêmement important dans leur socialisation, on s'en rappelle, on l'a vu tout à l'heure. Mais aussi sur le plan professionnel. Ils attendent beaucoup de leur investissement au sein d'une équipe et de ce que cette équipe pourra leur apporter. Donc la personnalisation, ça veut dire qu'à un moment donné, paradoxalement, par rapport à cette logique d'équipe, quand un manager va leur dire « Écoute, je ne peux pas te laisser demain prendre ta matinée, parce que si je le fais pour toi, il va falloir que je le fasse pour les autres », ça c'est très honnêtement quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Parce qu'ils sont différents. Et ils se considèrent les uns et les autres différents. Et ce qu'ils attendent évidemment, c'est d'avoir des managers qui sont capables de prendre en considération non pas leur savoir-faire, mais leur personne,
hein, parce que derrière personnalisation, il y a la personne, prise en compte de la personne, hein, et c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on disait que les managers se sentaient mal à l'aise par rapport à ça. Eux, ils revendiquent ça, parce que pour eux, ça, c'est important. Alors, dans cette relation au travail, les amis, et ça va être très peu lisible du fond, ce qui est formidable aussi, et moi j'avais envie de vous renvoyer ça, c'est que ces jeunes sont très optimistes. Hein, et quand je lis parfois qu'ils sont inquiets, ils sont torturés, non. Quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste par rapport à votre avenir personnel, à 81%, ils disent « je suis optimiste ». Par rapport à leur avenir professionnel, on descend à 69%. Et quand on leur pose la question « est-ce que vous êtes optimiste ?» par rapport à l'avenir économique de la France, on est à 28%. Donc le problème, ce n'est pas par rapport à leur propre optimisme sur leur capacité à s'adapter, c'est par rapport à la vision et au regard qu'ils portent aujourd'hui sur la place qu'on est prêt à leur faire, hein, et sur le potentiel de développement de notre pays. C'est tellement vrai que vous savez très bien qu'aujourd'hui, une alternative qui est tout à fait crédible pour nos jeunes, c'est d'aller vivre une aventure à l'extérieur, hors de France. Hein, et on n'oubliera pas, parce qu'on est très fiers d'être dans la 6e ville de France. Hein, c'est ça, Philippe? 6e ville de France, Nantes. 6e, 7e? 6e. Eh ben non, c'est pas la 6e. C'est malhonnête de dire ça, Philippe. Eh oui, parce que la 6e ville de France, c'est Londres. Londres, il y a plus de Français qu'à Nantes, d'une part, si on parle évidemment de Nantes, hein, et pas de là. Et il y a 80% de génération Y, voire un peu plus. Pourquoi ils vont ailleurs? Parce qu'en France, on ne fait pas confiance aux jeunes. Donc le problème de l'engagement, c'est aussi celui de notre propre attitude et comportement vis-à-vis de ça. Et là, ce dont il faut être conscient, parce que c'était déjà vrai avec les Y, moi je tire l'ascenseur, ou je tire, c'est pas l'ascenseur qu'il faudrait que je tire, c'est la sonnette d'alarme concernant la situation qu'on est en train de vivre actuellement. L'entreprise, elle est concurrencée sur son modèle. C'est-à-dire aujourd'hui, le rêve de nos jeunes, c'est pas le salariat. C'est un mal nécessaire. Ça les fait pas rêver. Les CDI, ça les fait pas rêver. C'est un point de passage obligé. Parce que sinon, avec les bailleurs ou avec les assurances et les banques, évidemment, ils ne peuvent rien faire. Hein, et donc nous, on a pu assez clairement repérer ça avec nos jeunes. Hein, c'est à la fois dire, oui, le CDI, c'est ça qu'il me faut, et en même temps dire, pour moi, c'est juste le meilleur moyen que j'ai trouvé pour développer mon employabilité, c'est-à-dire d'être dans une entreprise qui va investir sur moi. Mais ce n'est pas pour la sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on commence à avoir des managers qui disent, c'est pas mal les jeunes qui veulent un CDI. D'ailleurs, on ne comprend pas quand ils ne le veulent pas, qu'ils sont honnêtes et qu'ils nous disent en face, non, moi, votre CDI, j'en veux pas, je préfère un CDD. Parce que je vais pouvoir passer d'une expérience à l'autre. Je vais m'enrichir dans cette mobilité, que je ne peux pas vivre, je dirais, d'une manière logique au sein d'une seule entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait évidemment en conscience. Et derrière ces possibles qui s'ouvrent à nous, quand on est jeune, eh bien, de plus en plus, la musique qu'on entend, c'est celle de l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur, la capacité qu'on va avoir à pouvoir faire des choses. Et à Nantes, il se trouve que j'ai des jeunes enfants qui ont des amis, et je côtoie un nombre de ces jeunes qui ont un deuxième boulot. Hein, il y en a qui vendent des pièces sur le Bon Coin, il y en a un autre, il fait des t-shirts qu'il va vendre à la sortie des stades. Voilà. Alors moi, je voulais vous présenter un de mes amis. Ah oui, j'ai des amis jeunes. Louis Incourt, qui est le prototype de ces petits jeunes de cette génération. Et lui, il est génération Z. Alors lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire, parce que
Je connais son histoire, je connais bien sa maman. Sa maman, elle travaille c'est une employée, et son papa, c'est un cheminot. Et à 15 ans, à l'âge de 15 ans et demi, ils ont offert un iPhone à leur fils. Et leur fils, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu avoir une coque personnalisée. C'est quand on parle de personnalisation, ça passe aussi par les codes vestimentaires, hein, et notamment par cette cote. Donc, à un moment donné, il a voulu trouver cette coque sur le marché. En France, il ne l'a pas trouvée. Il l'a trouvée sur Internet, mais il fallait l'acheter à des Chinois. Il fallait en acheter 200 pour pouvoir avoir un prix du port qui était à peu près acceptable. Et c'est comme ça que son aventure a commencé. Hein, parce qu'évidemment, il a fallu qu'il écoule les autres. Ça a créé des besoins. Les autres ont dit « Mais c'est formidable ton truc, là. Est-ce que tu ne peux pas nous en avoir ?» Il est reparti dans une deuxième, une troisième, une quatrième commande. Aujourd'hui, il a été le plus jeune entrepreneur en France, à 16 ans. 16 ans et un jour. Aujourd'hui, il a 8 salariés. Son aventure, elle a commencé tout simplement à travers un besoin. Hein, et lui, c'est un jeu pour lui. C'est un jeu. Il joue. Il joue parce qu'il est étudiant en même temps. Aujourd'hui, il a, je ne sais plus, 7 ou 8 entreprises du CAC 40 qui lui font confiance. Aujourd'hui, lui, ce qui l'amuse, c'est d'essaimer, c'est-à-dire de créer, à travers les personnes qui l'ont rejoint dans les premiers, la possibilité de repartir sur d'autres aventures, c'est-à-dire d'autres aventures entrepreneuriales. Alors, il y en a beaucoup qui ne rentreront pas dans ce schéma, hein, mais j'avais envie d'expliquer cette réalité. Pourquoi? Parce que cette réalité, elle est accessible aujourd'hui. Ce qu'il a pu faire, lui, en vivant à notre époque, avec un ticket d'entrée qui n'est pas si cher, parce que c'est même pas 800 € ce qu'il a investi pour lancer son business, où aujourd'hui il a 8 salariés, hein, et on parle de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, cette aventure, d'autres peuvent la vivre. Donc il est important pour nous de prendre conscience aussi que si ces jeunes, on ne leur fait pas une place, ils la feront. Hein, hors de France, où ils la feront selon d'autres cheminements. Alors sur l'autorité, les amis, histoire de finir cette conférence, je voudrais insister sur 3 mots-clés qui sont des mots essentiels dans la relation qu'on peut avoir avec eux. Le premier, c'est la confiance. Confiance. Ils sont dopés à ça. Ils ont besoin de notre confiance pour développer effectivement leur capacité derrière à être autonome, à devenir effectivement en situation de création, etc. Hein, et donc, ils ont besoin d'avoir cet environnement. Et on n'est pas forcément toujours armé sur le plan professionnel aujourd'hui pour leur proposer quelque chose de cette nature. En second lieu, ce qu'ils ont besoin, effectivement, c'est d'avoir en face d'eux, à côté d'eux, des gens qui soient inspirants. Inspirants, qui vont leur donner la stimulation, hein, qui va leur permettre d'avancer. Et puis en troisième lieu, eh bien la reconnaissance. Ils ont besoin de reconnaissance et plus de reconnaissance encore que les générations précédentes. Hein. Tous, on en a eu besoin, mais eux, là, pour eux, ça c'est aussi un autre élément fondamental. Et ça, dans la relation d'autorité, ça veut dire que, qu'importe les compétences de pilotage, d'organisation qu'on peut avoir, l'essentiel se joue dans la relation. Alors, sur les attentes et les valeurs des aides, eh bien, les entreprises qui pourront gagner avec eux, bien évidemment, en tout cas pour ceux qui auront le choix, qui feront leur marché, hein, qui sont dans un rapport de force favorable, eh bien, c'est les entreprises qui, effectivement, seront fun, où il sera agréable de travailler, qui seront innovantes, où on ne fera pas toujours la même chose, où la vie sera une expérience, et où il y aura de l'éthique. C'est-à-dire où il y aura des valeurs, où on ne tient pas un discours et on a des pratiques qui ne sont pas en phase. Ça, c'est les éléments centraux. Hein. Et vous voyez que à ce petit jeu-là, la prospérité, hein, c'est-à-dire d'être dans des entreprises qui ont pignon sur rue, qui voilà, vont leur apporter la garantie de l'emploi, etc., ce n'est pas aujourd'hui quelque chose de fondamental pour eux, puisque ça ne se situe qu'à 10%. Dernier élément que je voulais apporter et qui est lié à une autre étude, qui est, je trouve, très intéressante, c'est, et là, ça s'est fait sur 53 000 répondants. Vous voyez, quand les jeunes, quand
quand on veut leur donner la parole, on l'obtient. Si vous avez du temps, allez voir Génération Watt aussi, qui est une autre enquête qui a été faite par France Télévisions. C'est 150, 200 000 répondants. Je crois qu'on est à plus de 200 000 aujourd'hui, de jeunes qui répondent sur leurs aspirations. Hein, donc qui ont besoin aujourd'hui de s'exprimer par rapport à ça. Quand on leur pose la question de quelles sont les valeurs qui vous animent aujourd'hui, sur lesquelles vous allez vous engager, sur lesquelles on peut fonctionner avec vous, hein, eh bien les réponses, vous n'arrivez peut-être pas à les lire de loin, mais c'est 1, le respect, 68%. Vous vous souvenez de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur égal à égal, on est des partenaires. On n'est pas dans une relation de hiérarchique à subordonné. Quelle que soit mon inexpérience, je revendique le fait de pouvoir être écouté et entendu. Le respect, la liberté, l'honnêteté, la bienveillance, le partage. Et le plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a au plus bas? Le pouvoir. Ils vous laissent le pouvoir. Ce n'est pas eux qui vont revendiquer. D'ailleurs, on a un vrai souci par rapport à ça. Nos jeunes aujourd'hui, Y, et les Z, on verra. Mais les Y aujourd'hui, si c'est pour avoir les emmerdements qui vont avec, non, plus sérieusement, pouvoir, ça ne les intéresse pas. Par contre, l'influence, oui. Mais le pouvoir, la performance, la tradition, l'audace, l'argent. L'argent, on a fait des interviews auprès de nos jeunes là, dans notre panel. On leur disait la question, vous avez un emploi correct, vous gagnez correctement votre vie. On vous propose une augmentation d'argent ou on vous propose du temps? Bah, ils préfèrent le temps. Ça leur permet de faire des choses. Alors évidemment, quand tu es en début de carrière, que ton salaire n'est pas terrible, c'est sûr que tu vas t'inscrire dans un autre, dans une autre logique. Voilà, alors, dernier point, évidemment, concernant cette histoire de collaboration que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu voir aussi, nous, à travers notre panel, que sur quoi on s'engage? Eh bien, on s'engage plus volontiers auprès d'une équipe, vous voyez, c'est à 41%, ou pour une mission, parce que la mission nous intéresse et on est dans un contrat gagnant-gagnant, à 21%, plutôt que par rapport à un manager, par rapport à des clients, par rapport à soi-même. Ça, c'est un autre élément très important et qu'on vérifie à chaque fois, c'est-à-dire que ces jeunes dans le domaine de l'engagement, qui sont nés avec la communication, dans l'interaction, et vous savez comme moi l'importance des réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, eh bien, dans l'univers professionnel, qu'est-ce qui va être rédhibitoire à leur engagement? Eh bien, ça va être l'ambiance de travail dégradée. On est à 45%. C'est-à-dire, quand ils se retrouvent dans une relation hiérarchique qui ne leur va pas, ou quand ils se retrouvent dans un univers avec d'autres générations qui peuvent être jeunes ou moins jeunes, et ça ne se passe pas bien, et bien là, à partir de là, ils sont dans le déficit et ils sont dans le désengagement. Voilà. Et ça, c'est devant la pression imposée. C'est vrai que le stress, le management par le stress, ce n'est pas leur truc. Les temps de trajet, là, il y a des vigilances à avoir, c'est qu'à chaque fois qu'ils travaillent un peu loin, ça devient toujours un peu plus compliqué, voilà, ou le manque d'autonomie. Donc ça, grande prudence à avoir sur cette ambiance. Voilà. Alors, je ne vais pas commenter ça parce que c'est une petite synthèse pour moi de tout ce qu'on a pu évoquer à un moment ou un autre. Je voulais juste, avant de vous donner la parole, insister sur une chose, c'est le mot confiance. Je pense qu'au cœur de tout ça, le cœur du réacteur, la clé de voûte du système, c'est la confiance, la transparence. Quand on a acquis cette confiance et cette transparence, avec ces jeunes, il y a beaucoup de choses qui vont devenir beaucoup plus simples à vivre.